Bonsoir, moi c'est Caterina, je suis sexologue puis je suis ici pour discuter un peu de la sexualité et la santé mentale. OK? Donc, oh, un peu ici, parfait. Donc, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, indirectement, ça va être maintenir un bon niveau de santé sexuelle comme manière de faire du self-care, maintenir un bon niveau de santé sexuelle et les bénéfices que ça peut amener sur notre estime de soi, les liens entre la santé sexuelle et la santé mentale, le lien entre la santé sexuelle et se connaître soi-même, parler de sa santé sexuelle avec des amis de confiance, les bonnes pratiques pour tisser des liens plus serrés, et de même avec nos partenaires, donc à travers la communication, l'affirmation de soi et le consentement. Donc, ça, je vais skipper parce que c'est juste nous. Puis c'est ici aussi. OK. Donc, c'est certain que en ayant une rencontre avec une sexologue, on peut pas éviter les essentiels d'une sexualité saine. Donc, on va quand même passer à travers jusque pour que tout le monde ait quand même les mêmes bases puis les mêmes connaissances, parce que c'est quand même tous des éléments qui impactent notre santé sexuelle et notre santé mentale dans n'importe quelle relation, que ce soit avec nous-mêmes et avec nos partenaires aussi. Donc, est-ce qu'on doit se dépister? Yes, dans n'importe quel cas, OK? Donc, si on regarde les stats plus spécifiquement, tout ce qui est sexe vaginal sans condom, automatiquement, on est dans le risque. Donc, en lien avec la gonorrhée, le VIH, la chlamydia, l'herpès, la syphilis, etc. Et le virus de papillome humain aussi. Avec un condom, automatiquement, c'est une possibilité, bien sûr, si le condom brise, parce qu'il y a quand même l'erreur humaine qui rentre là-dedans. Mais typiquement, ça ne va pas être aussi commun. Le sexe anal, de même, si on n'en utilise pas un condom, ben c'est certain qu'on se met à risque pour toutes les maladies qu'on voit ici, donc la gonorrhée, chlamydia, le virus de papillome humain, VIH, herpès et syphilis. Pourquoi je vous montre ça, c'est que, puis je vais vous montrer les autres composantes aussi, c'est que ben, souvent, même si ça peut être quelque chose qui est un peu banalisé, c'est quand même très, très important. Puis particulièrement dans la communauté queer, souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'on passe moins à l'élément de je vais tomber enceinte parce que c'est pas le cas. Puis, donc, the rest goes out the window. Et c'est normal, OK? C'est un automatisme qu'on peut avoir étant donné que notre éducation sexuelle dans le système est très basée sur tout ce qui est prévention de la reproduction en tant que telle. C'est certain, puis prévention des naissances. Mais tout le reste passe un peu inaperçu. Fait que c'est pour ça que c'est toujours important parce que ben, c'est tous des éléments qui peuvent impacter notre santé mentale et notre santé sexuelle. C'est certain. Parce que si on se retrouve à avoir un diagnostic qui peut impacter notre vécu, notre espérance de vie, etc., c'est tous des éléments qui peuvent très grandement impacter notre santé mentale et aussi notre confort dans notre santé sexuelle aussi. Donc, si on regarde sexe oral, donc tout ce qui est embrassé avec la langue, OK? Donc, la clame puis le VIH, c'est pas passable. La gonorrhée, le virus du papillome humain puis la syphilis, c'est moins commun, mais ça peut quand même être possible dans certains cas, OK? Et finalement, l'herpès, ça, c'est très facilement transmissible à travers embrasser avec la langue. Ensuite, tout ce qui est sexe oral, sans condom, automatiquement, on se retrouve à c'est beaucoup très facile. Le VIH, ce qu'on veut garder en tête, c'est que c'est vraiment en lien avec le sang, parce que c'est unité SS. Donc, on veut juste s'assurer, dans le fond, qu'il y ait une certaine protection, une certaine barrière avec un condom. Parce que peu importe, comme vous voyez ici, il y a toujours un risque. Le moment qu'on n'a pas de barrière, il y a toujours un risque. Okay? Donc, c'est toujours important de juste s'assurer que c'est présent. Puis, comme j'ai dit, ça fait partie tout autant de notre santé personnelle, santé mentale et la santé dans nos relations. Ensuite, pour la masturbation, c'est certain que c'est nous avec nous, donc c'est pas passable. On va pas nécessairement ça va pas être transmissible en tant que tel. Ensuite, pour les handjobs en tant que tel, pas nécessairement. C'est le moment, en fait, qu'on aurait contact, en fait, avec le sperme, et cetera, qu'on aurait, dans le fond, cet élément-là qui viendrait en tête où ça pourrait être transmissible. Mais ça serait vraiment, dans le fond, avec les autres muqueuses de notre corps et non nécessairement avec notre main.
Même chose pour tout ce qui est fingering, tous ces contacts génitaux. Là, on revient un peu à un risque, OK? Que ce soit génital sur génital ou en partageant des sextoys aussi, OK? Des jouets sexuels, ça c'est aussi un risque en même temps aussi. C'est pour ça que c'est vraiment important de s'assurer de mettre un condom sur nos jouets sexuels et de s'assurer qu'on les nettoie très bien par la suite aussi. Donc, si on est en relation, souvent les personnes vont demander ça, est-ce qu'il faut se faire tester? Mais typiquement, si on est dans une relation polyamoureuse ou ouverte, on va vouloir se faire dépister tous les 3 mois, comme le devraient toutes les personnes sexuellement actives ayant plusieurs partenaires. OK? Fait que ça change pas. Si on est en relation monogame, il faut se faire dépister au début de la relation, juste pour être safe. Si on fait confiance à notre partenaire, c'est pas nécessaire de le refaire, mais quand même, au niveau de la santé, c'est quand même recommandé de se faire dépister une fois par année, même si on est en relation monogame. Okay? Parce qu'on ne sait jamais. Donc, bien que je ne vais pas nécessairement recommander ni approuver les rapports sexuels qui sont non protégés, si vous comptez en avoir, parce qu'on est toujours dans la prévention des risques ici, il faut se faire dépister avant et après. Puis, si nécessaire, on prend la PrEP, OK, pour prévenir la transmission virale du VIH ou la PEP après avoir eu des rapports sexuels non protégés. OK? That's a given, c'est très, très important. Parce que c'est certain que ça peut être un peu utopique de se dire qu'on va toujours avoir des rapports sexuels protégés. Des fois, il y a des choses qui arrivent, on le comprend. Donc, dans ce cas-là, on veut s'assurer qu'on va quand même limiter la transmission virale du VIH. Donc, si vous ne le savez pas déjà, je vais vous présenter un peu l'efficacité de la PrEP et la PEP. Donc, la PrEP, c'est la prophylaxie pré-exposition. Donc, c'est très efficace pour prévenir le VIH. La PrEP va réduire le risque de contracter le VIH lors des rapports sexuels d'environ 99% lorsqu'elle est prise conformément à la prescription. Donc, bien que l'on dispose de moins d'informations sur l'efficacité des comprimés de PrEP chez les personnes qui s'injectent des drogues, nous savons que les comprimés de PrEP réduisent le risque de contracter le VIH d'au moins 74% lorsqu'ils sont pris conformément à la prescription. Donc, c'est quand même quelque chose qui est une possibilité, même si on est en état de consommation. Donc, actuellement, les injections de PrEP ne sont pas nécessairement recommandées pour les personnes qui vont s'injecter des drogues spécifiquement. Puis, la PrEP peut être moins efficace lorsqu'elle n'est pas prise conformément à la prescription. OK? Parce que typiquement, il y a vraiment un ordre, une heure spécifique, plusieurs jours avant, à prendre le médicament pour s'assurer que ça rentre dans l'efficacité en tant que telle. Mhm. Donc, combien de temps est-ce que la PrEP a besoin pour faire effet? Donc, pour les rapports sexuels anoréceptifs ou passifs, les comprimés PrEP atteignent leur protection maximale contre le VIH après environ une semaine d'utilisation quotidienne. Et pour les rapports sexuels vaginaux réceptifs et la consommation de drogues injectables, les comprimés PrEP atteignent leur protection maximale après 21 jours d'utilisation quotidienne. Donc, ça change quand même beaucoup au niveau du timeline. Il n'y a aucune donnée qui est nécessairement disponible concernant l'efficacité des comprimés PrEP pour les rapports sexuels anaux insertifs ou les rapports sexuels vaginaux insertifs. Puis, on ne sait pas dans combien de temps il faut aux injections de PrEP pour atteindre leur protection maximale pendant les rapports sexuels aussi. Okay? Donc, ici, on parle vraiment de les comprimés en tant que tels. Donc, la PEP, c'est la prophylaxie qui est post-exposition. Donc là, on va consister à prendre des médicaments pour prévenir le VIH après une exposition qui a été potentielle. Ça ne doit pas être utilisé, c'est vraiment juste à utiliser en cas d'urgence et doit vraiment être commencé dans les 72 heures suivant une exposition potentielle récente au VIH. Okay? Donc, ici, il y avait une petite place pour les questions, mais on va penser. Donc, maintenant, parlons lubrifiants, OK? Donc, les lubrifiants intimes sont généralement sans danger, OK? Puis c'est même encouragé, dépendant des pratiques qu'on peut avoir. L'effet indésirable le plus courant des lubrifiants intimes, c'est vraiment l'irritation. Donc, petit conseil à ce niveau-là, c'est juste pas utiliser ceux qui sont parfumés ou aromatisés lors de rapports sexuels afin d'éviter les infections à levure ou de l'irritation. Si tu sais déjà que tu es quelqu'un qui est allergique un peu au parfum, qui est un peu sensible, en général, ça serait à éviter.
Puis les lubrifiants en base d'eau ou de silicone peuvent être utilisés en toute sécurité avec n'importe quel type de préservatif, mais n'utilisez pas de produits contenant de l'huile, tels que des lotions, de la vaseline ou des lubrifiants en base d'huile avec des préservatifs en latex, parce que c'est là qu'on serait en train de de compromettre en fait la qualité puis la rigidité du coton. Donc, pour une masturbation saine, parce que la masturbation, ça fait vraiment partie de notre self-care en tant que tel. C'est quelque chose qu'on voit statistiquement parlant que ça réduit l'anxiété, ça va même venir nous donner un boost au niveau de notre système immunitaire. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour nous-mêmes et pour les autres, dans le sens où ça nous permet à apprendre à se connaître aussi, puis à développer nos propres désirs, nos propres besoins, savoir ce qu'on aime pour mieux guider l'autre personne. Parce que si on peut pas bien guider la personne, ça se peut que, en fait, nos désirs soient pas 100% comblés dans ces interactions-là. Donc, c'est toujours important. Puis ici, dans le fond, je vous donne des astuces pour spécifiquement pour si vous utilisez des jouets sexuels. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment important de toujours les nettoyer. Okay? Il y a des bactéries qui peuvent s'y retrouver, causer des infections vaginales ou anales. Puis une transmission des ITSS est possible si c'est fait trop rapidement dans le temps. Donc, quand nettoyer mes jouets, ben, avant et après chaque utilisation. Puis comment est-ce qu'on les nettoie? Ben, il faut prendre un temps juste de les rincer soigneusement à grande eau et l'essuyer avec un linge ou un essuie-tout humide. On va frotter le jouet avec un savon à main ou à vaisselle non parfumée et un linge ou un essuie-tout par la suite. Okay? Juste pour s'assurer qu'il est bien nettoyé. Si le jouet a des fentes, par exemple un masturbateur, utilisez une brosse à dents qui est vraiment réservée à cet usage pour retirer vraiment tous les débris logés dans les cavités aussi. Puis après ça, on rince le jouet à l'eau, on l'essuie une dernière fois, puis on le laisse sécher complètement à l'air libre sur une serviette propre. OK? Donc, c'est vraiment important de juste suivre ces guidelines-là parce que au niveau de notre santé physique, je pense que notre corps va nous en remercier. Puis, ça nous permet aussi de s'assurer qu'on puisse quand même continuer de les utiliser librement pour explorer nos désirs à travers la masturbation. Donc, c'est certain que protection, c'est toujours nécessaire, OK, quand on est avec un autre partenaire. On peut retrouver les condoms externes, internes aussi, et même les digues dentaires. Souvent, les digues dentaires, ils peuvent être moins accessibles. Donc, si jamais vous n'en avez pas, voici une petite image de comment les découper pour en avoir un plus accessible en utilisant un condom qui peut être beaucoup plus accessible juste en général dans les pharmacies, etc. Donc, il suffit tout simplement de couper les deux extrémités, puis de l'ouvrir. Puis voilà, DIY Dental Dam. Puis c'est vraiment parfait, puis c'est quelque chose qui devrait être toujours utilisé avec d'autres partenaires, juste pour s'assurer, comme j'ai dit, qu'on s'assure qu'on est toujours dans une santé sexuelle qui est saine pour nous-mêmes et pour les autres. Donc, le consentement. Dans une société où on a tendance à prioriser peut-être des violences en tant que telles, puis que c'est très présent, euh, c'est vraiment difficile de s'assurer que tout le monde est dans le consentement tout le temps. Donc, voici quelques essentiels du consentement qui est important à garder en tête, OK? Pour que vous-même vous vous sentez bien dans vos interactions, qu'on a une sexualité saine, des rapports sains, des relations saines aussi, puis que vous respectez aussi les limites des autres personnes, OK? Donc, premièrement, le consentement doit être libre, OK? Donc, il doit avoir un accord qui est donné sans pression, sans contrainte, pas de menace ou abus de pouvoir. Donc, par exemple, quelque chose qui invaliderait le consentement libre, ça serait une pression psychologique, un chantage, une intimidation ou même une peur des conséquences qui nous appartiendraient. Ensuite, le consentement doit être éclairé. Donc, il doit avoir un accord qui est donné avec toutes les informations pertinentes. Donc, quelque chose qui invaliderait ce consentement, ça serait un mensonge, une tromperie, une omission d'informations importantes en lien avec les actes, dans le fond, qu'on allait exercer ensemble. Donc, si la personne n'est pas au courant d'exactement ce qui se passe, il y a des potentiels risques qui pourraient être en lien avec ça, avec cet acte-là, cet acte sexuel. C'est à ce moment-là, dans le fond, que ça ne serait plus éclairé. Ensuite, il faut que le consentement soit spécifique. Donc, le consentement
elle va être vraiment pour un acte précis, à un moment précis, avec une personne précise. Donc, la généralisation de une fois, la personne a dit oui une fois, donc elle va toujours vouloir. Ça, c'est clairement quelque chose qui va invalider le consentement de la personne. Et bien sûr, le changement d'acte dans le moment, sans accord, le changement de l'acte sexuel, sans qu'on en discute puis qu'on vérifie que la personne est d'accord avec ça, ça, c'est aussi très problématique. Puis on retrouve ça malheureusement souvent dans les couples à long terme qui s'attendent nécessairement que automatiquement, parce que c'est ma blonde, c'est mon chum, c'est mon conjointe, qu'automatiquement, on me doit la sexualité. Mais pas nécessairement. La personne a le droit d'accord aimer ses limites, puis de pas vouloir nécessairement exercer sa sexualité dans cette situation-là, dans ce moment-là. C'est toujours une possibilité. Ensuite, il est toujours réversible. Hmm. Pardon. Donc, il peut être retiré à tout moment sans justification. Donc, ce qui invaliderait ce consentement-là, c'est de poursuivre malgré un refus ou un retrait de ce consentement-là aussi. Donc, il faut toujours être capable, pendant l'acte, de vraiment faire un check-in, s'assurer que la personne est toujours dans le moment, que ça lui tente toujours, vérifier dans le fond que les désirs, les besoins sont tous respectés, puis qu'on sent vraiment que c'est fluide entre les deux personnes. Parce que juste parce qu'on se retrouve dans la moitié, on va dire, de l'acte, ça veut pas dire que une des deux personnes, peut-être, ça lui tente pas ou que ça leur tente toujours. Ensuite, il faut que ça soit explicite. Donc, on veut une manifestation qui est claire, par des paroles et des gestes qui sont sans ambiguïté. Fait qu'on veut pas de silence, on veut pas de passivité, on veut pas une absence de refus. On veut s'assurer que la personne, puis ça vient un peu avec le dernier point, mais on veut que la personne soit enthousiaste. On veut vraiment s'assurer qu'il y a un accord qui est complètement volontaire, qui est positif, puis qu'il y a une participation qui est active. Donc, si la personne se résigne, peut-être une peur de déplaire, puis consente par obligation, automatiquement, le consentement est devenu invalide. Finalement, ben, la capacité à consentir. Okay? Donc, une personne qui est consciente, lucide et apte légalement. Donc, une personne qui serait intoxiquée, inconsciente ou qui aurait l'âge légal non atteint, automatiquement, on retire le consentement. Okay? Le consentement, c'est vraiment un élément crucial à une sexualité saine, que ce soit avec nous-mêmes pour respecter nos propres limites ou avec nos partenaires pour respecter les leurs. Puis c'est ça qui prévient aussi les violences qu'on peut retrouver à travers les communautés, puis le développement et la découverte sexuelle. Okay? Donc, bien sûr, je pouvais pas inclure The Flying Gender Unicorn. Donc ici, je l'amène parce que lorsqu'on pense à la sexualité, souvent, on a tendance à juste penser au sexe, okay, ou aux actes sexuels en tant que tels. Mais en réalité, puis je vais vous montrer ça un peu plus tard, mais la sexualité a plusieurs facettes, puis influence quand même plusieurs éléments dans nos vies, dans qui on est en tant que personne, puis dans notre société en tant que telle, à travers plusieurs facettes. Donc, ici, on regarde tout ce qui est en lien avec nous en tant qu'individu. Donc, on a l'identité de genre, l'expression de genre, l'assignation de genre, nos parties génitales, nos niveaux d'hormones, nos chromosomes, tout ce qui est en lien avec notre orientation sexuelle ou romantique, à qui on est le plus attiré, que ce soit de manière physique, sexuelle, ou que ce soit de manière romantique aussi. C'est certain que ça peut sembler être beaucoup, mais ce qui est vraiment important ici, c'est juste de se rappeler que c'est un spectre. OK? Donc, on est toujours en constante évolution. Ça se peut que votre orientation est très différente quand vous avez 15 ans que lorsque vous avez 25, que lorsque vous avez 35, et c'est complètement normal. On est toujours en constante évolution. On a toujours des changements dans qui on est. Puis, en fait, je l'espère, parce qu'on est toujours en train de grandir en tant qu'individu. C'est ça qu'on veut voir, en fait. Puis cette ouverture-là est vraiment nécessaire pour qu'on puisse entièrement prendre place dans notre identité sexuelle, identité de genre aussi. Puis c'est cet élément-là, une fois qu'on le découvre puis qu'on prend entièrement sa place, c'est là qu'on retrouve vraiment un estime de soi qui peut vraiment prendre vraiment une place très positive dans notre vie sexuelle aussi et dans nos relations avec les autres. Fait que
C'est très, très important. Mmh. Donc, un peu comme j'ai mentionné avant, la santé sexuelle va vraiment inclure plusieurs facettes. Donc, premièrement, on a l'aspect biologique. Souvent, on pense à ça quand on pense à la santé sexuelle. Donc, tout ce qui est la santé sexuelle et reproductive et le développement et fonctionnement du corps humain. OK? Ça, c'est la base. Souvent, c'est ce qu'on nous apprend en fait à l'école. Mais il y a aussi tout ce qui est psycho-affectif. Donc, la satisfaction et l'affirmation de soi, l'expression de nos émotions, de nos désirs, le développement de l'imaginaire et de l'intimité, le consentement, nos limites personnelles, etc. Ça rentre tout dans tout ce qui est psycho-affectif. Ensuite, tout ce qui est socio-culturel, tout ce qui est nos pratiques culturelles, nos normes sociales, notre cadre juridique aussi, c'est tout influencé par la sexualité. Ensuite, tout ce qui est relationnel, donc notre communication, notre relation à l'autre et finalement notre morale, donc nos valeurs, nos croyances, notre principe. Donc comme vous pouvez voir, la sexualité ne veut pas juste dire le sexe. Et quand on parle de santé sexuelle, on parle de une roue ici qui est entièrement qui se sent riche, puis qu'on sent vraiment qu'on a pris le temps de développer, puis de s'aligner à nos valeurs, à qui on est, puis qu'on puisse partager ça à travers qui on est, puis avec qui on est dans nos relations sexuelles aussi. Donc, une petite question que je reçois souvent, c'est est-ce que la consommation de pornographie peut être saine? Moi, je dirais plus que il peut y avoir un moment où ça devient problématique. Puis c'est plus à ça qu'il faut être un peu plus mindful, puis s'assurer qu'on garde ça en tête. Donc, ça peut devenir un problème lorsque ça commence à vous limiter et à limiter différents aspects de votre vie, tels que l'école, le travail, les relations et votre estime de soi. Donc, en gros, lorsque ça devient un besoin plutôt qu'une envie. Ce qui est important de garder en tête, c'est que la pornographie, ben, c'est pas la réalité. C'est des acteurs qui sont payés pour faire ça dans un cadre spécifique pour plaire au niveau des fantasmes. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser de manière bénéfique pour découvrir certains fantasmes puis explorer certains côtés de vous-même. Donc, c'est certain que il faut juste s'assurer qu'on ne tombe pas nécessairement dans une compulsion et dans une dépendance de celle-ci. Donc, la différence entre les comportements compulsifs et la dépendance réside vraiment dans l'envie par opposition au besoin. Donc, une compulsion, c'est une envie qui est insatiable de faire quelque chose. Et la dépendance, c'est vraiment un besoin de faire quelque chose pour éprouver du plaisir ou éliminer un inconfort. OK? Donc, on veut juste s'assurer que ça ne prenne pas toute notre place dans notre sexualité, mais de temps en temps, si c'est utilisé comme outil, ça peut bien se faire. Puis, je vous offre, dans le fond, juste quelques sites que je recommande, dans le fond, pour du porno qui est un peu plus éthique, juste pour garantir la protection et le respect des travailleurs et travailleuses du sexe là-dedans. Donc, il y a X-Confessions, Le Cinema, OnlyFans, Ballesta Code, Dipsy, MVTube, Kink.com, Make Love Not Porn et Joybear. OK? Il y en a d'autres aussi, mais c'est les principaux, dans le fond, que je recommande juste pour s'assurer une pornographie qui est plus éthique à ce niveau-là. OK? Petit moment des questions, on va passer. Donc, la santé sexuelle, la santé mentale et notre estime de soi. OK? La santé sexuelle ne va pas se limiter à l'absence de maladie ou de dysfonction. Comme on vient juste de voir avec la roue avant, il y a vraiment plein de facettes qui impliquent, dans le fond, la sexualité. Donc, ça va inclure le bien-être qui est émotionnel, psychologique et relationnel, tout lié à notre sexualité. Donc, une bonne santé mentale va favoriser une sexualité qui est épanouie. Donc, la capacité à ressentir du désir, à poser ses limites, à communiquer ses besoins et à vivre le plaisir sans anxiété ni culpabilité. Et en plus, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Fait que, encore plus, c'est pour ça qu'il est vraiment important de s'assurer qu'on vit notre plaisir sans anxiété, sans culpabilité. On a le droit de vivre ce désir-là. Donc, à l'inverse, les troubles de santé mentale, par exemple la dépression, l'anxiété, le stress post-traumatique, peuvent impacter la libido. C'est normal. L'image corporelle, le consentement
et même nos relations intimes. Donc, les expériences sexuelles négatives, coercitives ou violentes peuvent aussi profondément nuire à la santé mentale et entraîner des conséquences durables. Donc, la sexualité a vraiment plusieurs facettes et ça peut nous impliquer de différentes manières, dépendant de nos expériences personnelles. C'est certain. Par contre, en prenant soin de notre santé sexuelle, on prend aussi soin de notre santé mentale et vice-versa. OK? Ils sont vraiment interliés en tant que facette, en tant qu'individu. Maintenant, pour l'estime de soi, c'est certain que à ce niveau-là, on est vraiment dans un agissement comme médiateur clé entre la santé sexuelle et la santé mentale. Parce qu'une estime de soi qui est positive va vraiment permettre une meilleure affirmation de ses désirs et de ses limites dans notre santé sexuelle et notre vie sexuelle, et une perception plus saine de notre corps et de notre sexualité là-dedans. Donc, à l'inverse, ça se peut qu'on se retrouve avec une faible estime de soi qui pourrait conduire à des comportements sexuels à risque parce qu'on a de la misère à mettre sa limite, à refuser une relation qui est non désirée ou même à une dépendance affective dans une relation si on a de la misère, dans le fond, à se développer dans nos autres facettes de nos vies, ce qui peut accentuer la détresse psychologique à long terme. Donc, c'est vraiment important de continuer à nourrir notre estime de soi, notre perception de soi et s'assurer qu'on évolue à travers ça. Et c'est complètement normal, probablement que vous vous dites, ben, ça n'a jamais été toujours la même chose au même niveau. Ça se peut que des fois, on a des journées où c'est vraiment une journée où on a vraiment un boost d'estime de soi. Et c'est normal, c'est une magnifique journée. Et il y a des journées où, pouf, it dips. Ça va diminuer. Et c'est complètement normal, OK? On va pas paniquer non plus avec ça. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est juste de s'assurer qu'on a un espace sécuritaire pour en discuter, puis qu'on a les outils pour mettre en place pour s'assurer qu'on est capable quand même de se remonter, puis de quand même s'assurer qu'on continue à se prioriser, puis de voir que en prenant soin de nous-mêmes, notre estime de soi, on prend soin de notre santé mentale et de notre santé sexuelle en même temps. Donc, maintenant, c'est certain qu'on a l'influence des normes sociales et des expériences de vie qui vont vraiment prendre beaucoup de place aussi dans la sexualité. Donc, les normes de genre, les attentes sociales, la stigmatisation de certaines sexualités ou encore les expériences de discrimination vont souvent influencer fortement l'estime de soi. Et par extension, la santé sexuelle et la santé mentale. Donc, vous allez voir, c'est tout très intersectionnel en tant que tel. Il y a rien qui vient sans l'autre. Puis, il y a tous les éléments vont s'inter-influencer. Donc, par exemple, les parcours qui vont être marqués par la violence sexuelle, le harcèlement ou la pression à la performance sexuelle ont souvent des répercussions conjointes sur ces trois dimensions-là. Donc, reconnaître le lien entre la santé sexuelle, la santé mentale et l'estime de soi implique quand même une approche globale de la santé. Et les interventions qui vont être les plus efficaces sont celles qui vont valoriser l'éducation sexuelle inclusive, fondée sur le consentement, qui vont soutenir le développement de l'estime personnelle et vraiment prendre en compte les dimensions qui sont psychologiques, sociales et relationnelles de la sexualité. Donc, promouvoir la santé sexuelle contribue vraiment au bien-être psychologique, à l'estime de soi, tout comme le renforcement de la santé mentale et de l'estime personnelle va favoriser une sexualité plus saine, libre et respectueuse. Donc, comme j'ai dit, j'ai drop un hint un peu avant, mais c'est très, très intersectionnel comme perspective. Et c'est parce que c'est le cas, en fait. On peut pas prendre tout ça en compte sans oublier que le féminisme intersectionnel est nécessaire pour vraiment bien comprendre tous les facteurs qui peuvent influencer notre sexualité et notre santé mentale. C'est vraiment important d'analyser les enjeux des individus cisgenres, transgenres, non-binaires, queer et des personnes bispirituelles en tenant compte de leurs racines sociales, économiques et politiques. Parce que rien n'est tout noir et rien n'est tout blanc. Tout va s'inter-influencer. Donc, cette approche va vraiment tenir également compte des interactions entre les identités qui sont sociales, les divers systèmes d'oppression qui ont un impact sur la vie des individus, qu'il s'agisse du patriarcat, du racisme, du colonialisme, du capitalisme, de l'hétérosexisme ou du capacitisme. Donc, dans le but de redonner à chacun le pouvoir sur sa propre vie sexuelle et santé mentale,
L'approche féministe intersectionnelle identifie vraiment les pratiques qui sont discriminatoires et va chercher à démanteler les obstacles auxquels ces personnes sont confrontées. Donc, c'est à travers ces lunettes-là, cette perspective-là, qu'on est capable de vraiment voir que la santé mentale, la sexualité et l'estime de soi, en fait, finalement, ils font tous un peu partie de la même branche de notre vie. Puis c'est tous des éléments qui sont interinfluencés aussi. Bonne question. Donc, si on veut parler avec nos amis, OK, de notre santé sexuelle, c'est certain que ça peut beaucoup renforcer tout ce qui est nos liens sociaux lorsqu'il s'agit d'un échange volontaire, respectueux et sécurisant. OK? Ça, c'est vraiment important. On ne veut pas imposer ces sujets-là sur les autres personnes. Tout le monde a leur propre niveau de confort par rapport à leur vie sexuelle. Il y a des gens qui sont plus avancés dans leurs estime de soi, dans leur confort dans leur vie sexuelle. Il y en a d'autres qui sont juste pas prêts et qui seront jamais prêts, et c'est correct. Il faut être capable vraiment de respecter les perspectives de tout le monde quand ça vient à leur santé sexuelle. C'est pour ça qu'il faut favoriser un climat de confiance et de réciprocité aussi, au lieu de nos relations amicales. Puis ça, c'est vrai dans n'importe quel contexte, en fait. C'est pas juste dans le contexte de la santé sexuelle. On veut s'assurer que c'est un espace sécuritaire, always, pour tout le monde. Ensuite, ben, ça permet à renforcer l'intimité émotionnelle et aussi le sentiment authenticité dans l'amitié. OK? Parce qu'on s'ouvre vraiment à quelque chose qui peut être perçu comme très vulnérable en discutant de notre santé sexuelle. Donc, quand on s'ouvre à l'autre personne par rapport à ça, c'est juste, il faut être prêt, en fait, que ça se peut que l'autre personne aussi veuille nous partager leur propre expérience et que nous-mêmes, dans le fond, il faut leur offrir aussi cet espace-là. Donc, lorsqu'on veut s'ouvrir à quelqu'un, il faut être au courant que nous-mêmes, on va devoir mettre en place de l'écoute active, puis quand même pouvoir offrir cet espace-là pour l'autre personne aussi. C'est du donnant-donnant. C'est certain que ça va contribuer aussi au soutien social. Puis ça, bien sûr, on le reconnaît comme un facteur protecteur de la santé mentale, quand même très principal. OK? La communauté, la société, s'entourer de personnes, c'est là qu'on rentre dans la prévention de l'isolement. Et finalement, ben, ça va permettre de normaliser certaines expériences sexuelles, réduire la honte ou le sentiment d'isolement. Donc, d'ouvrir le sujet, d'en discuter, de voir que, hey, finalement, ben, je suis pas la seule qui vit ça, puis il y a d'autres personnes qui peuvent le vivre aussi, puis on va prendre le temps de déconstruire ces éléments-là, les mythes, les tabous entourant la sexualité. On s'offre un espace qui est sécuritaire pour entièrement en discuter dans une société où ce n'est pas nécessairement toujours sécuritaire, malheureusement, même si ça devrait l'être, mais c'est pas le cas. Puis, c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on crée un espace qui est vraiment sécuritaire pour tous. Puis, il faut s'assurer qu'on facilite l'accès à l'information qui est fiable, à des ressources ou même à l'aide des professionnels aussi. Donc, en lien avec le consentement, le plaisir, les limites et notre santé reproductive en tant que telle. Donc, offrez-leur l'espace, mais si jamais vous ne connaissez pas la réponse, c'est complètement correct. Puis, il y a des ressources là pour vous aider là-dedans. Donc, assurez-vous juste d'être ouvert à cette possibilité-là aussi, de consulter ou même de tout simplement faire des petites recherches et de vraiment voir qu'est-ce qui serait les meilleures pratiques pour vous, dépendant. Donc, avec nos partenaires, c'est certain que là, on est vraiment dans un climat de communication, d'affirmation de soi et de consentement spécifiquement à cette personne-là. OK? Donc, on veut vraiment s'assurer que la communication est ouverte, honnête sur nos besoins, nos attentes et les préoccupations sexuelles. Parce qu'en fait, ils peuvent pas lire dans nos pensées, OK? C'est impossible. Donc, il faut être vraiment capable de communiquer directement ce qu'on veut pas. Puis c'est comme ça, dans le fond, qu'on peut s'assurer que l'autre personne respecte nos limites, puis que nous, on respecte les leurs aussi. Puis je retrouve ça même souvent dans les couples que je peux suivre, par exemple, en suivi. Souvent, on se retrouve dans des situations où ils s'attendent que l'autre personne sache automatiquement ce que l'autre personne veuille sans qu'ils en discutent. Mais en réalité, il faut être capable de le nommer. Donc, c'est comme ça qu'on peut réduire les malentendus, renforcer la confiance mutuelle dans la relation, mais aussi entre vous aussi, puis le respect que vous avez pour l'autre personne.
Donc, dans ce soutien-là, on retrouve de l'affirmation de soi en permettant d'exprimer nos désirs, nos limites et nos inconforts. Parce que le plus qu'on est confortable à nommer ce qu'on a à nommer, le plus qu'on va s'assurer qu'on se sent épanoui dans notre relation, dans notre sexualité et que nos limites sont respectées. Ensuite, ça va renforcer l'autonomie et l'estime de soi aussi dans la relation, ce qui est vraiment bien. Ça peut être difficile dépendant de quel type de style d'attachement les personnes ont, dépendant de leur vécu, les relations passées. Donc, cet élément-là, offrir cet espace de discussion, va vraiment faciliter la compréhension du consentement comme un processus qui est continu, évolutif et partagé à travers toute la relation, tous les actes sexuels, mais encore. Et ça va aussi permettre de valider et respecter les limites de chaque partenaire à tout moment. En offrant cet espace-là, on contribue à des relations qui sont plus égalitaires, respectueuses et sécuritaires pour toute personne. Donc, on va vraiment participer au bien-être sexuel et psychologique des personnes qui sont impliquées dans ces rapports sexuels et dans ces relations aussi. Donc, ça, c'est juste un petit warning, un petit avertissement que cette pratique doit toujours respecter certaines conditions. OK? On veut respecter les limites des personnes, la confidentialité, au moins qu'on sent potentiellement que peut-être la personne se met en danger, bien sûr, ou quelqu'un d'autre en danger, l'absence de jugement et le consentement à la discussion. OK? Donc, on ne veut pas nécessairement une pression à se confier. Pas du tout. On veut vraiment juste offrir un espace sécuritaire pour tous. Donc, on veut pas mettre de la pression aux gens à divulguer ce qui ne souhaiterait pas divulguer. Au contraire, ça pourrait fragiliser les liens plutôt que les renforcer. Hmm. Donc, petit checklist à garder en tête à travers nos relations. On vérifie et on demande le consentement avant, pendant et après les actes sexuels. OK? Puis quand je dis après, je veux dire, on fait un check-in. Comment est-ce que tu as aimé ça? Comment est-ce que tu t'es senti? Est-ce que tu aurais voulu que je fasse quelque chose de différent? OK? On fait un debrief un peu de ce qu'on vient de vivre ensemble. Puis comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça ou réadapter ça? Notre langage corporel. OK? Pendant, des fois, un oui, ça veut pas toujours nécessairement dire un oui. Des fois, il va y avoir un peu d'hésitation, comme j'ai nommé dans les critères avant, puis il faut vraiment s'assurer que la personne est entièrement présente et enthousiaste. On va rechercher les signes de plaisir, donc les gémissements, des paroles grossières, la présence du corps, de l'acte, la communication pendant, OK? On veut toujours faire un check-in avec l'autre personne pendant l'acte et on va toujours s'assurer que les limites sont fixées et qu'on les respecte. Toujours. Que ce soit en relation amoureuse ou non, on doit toujours le respect à l'autre partenaire. OK? Donc, ça, c'est juste un petit trigger warning. C'est les prochaines diapos aborderont plus spécifiquement la violence sexuelle. OK? Donc, les conversations entourant la sexualité saine et la santé mentale peuvent être quand même difficiles à avoir lorsqu'on a vécu certains traumatismes dans notre passé. Les expériences passées, dont des agressions, de l'harcèlement, de la coercition, peuvent vraiment provoquer une peur, une honte et même une anxiété par rapport à la sexualité. Les traumatismes relationnels, le non-respect du consentement ou humiliation vont vraiment fragiliser la confiance de la personne. Même une crainte du jugement. Donc, peur de ne pas être crue ou comprise si dans le passé, ça n'a pas été le cas. Tout ce qui est nos normes sociales et culturelles, les tabous, la culpabilité qu'on peut ressentir entourant la sexualité, tout ce qui est nos stratégies de protection personnelles à nous, nos mécanismes de défense, notre silence, évitement ou même la minimisation pour se préserver là-dedans aussi. La vulnérabilité émotionnelle, ça peut être très difficile pour plusieurs personnes. Se livrer peut sembler être très risqué si dans le passé, on n'a pas été offert un espace sécuritaire pour bien vivre ce qu'on avait à vivre. Et tous ces éléments-là ont un impact sur notre estime de soi et notre rapport au corps. Parce que les expériences passées peuvent fragiliser notre confiance à travers tout ça. Donc, c'est très possible que à travers des conversations comme ça, même si on s'ouvre à l'autre personne et qu'on a cet espace-là,
qu'il y ait quand même des moments où il y a un peu de dissociation. OK? Et c'est normal. Donc, ce qui est vraiment important, c'est juste de garder en tête des petits éléments. On veut activer le système nerveux parasympathique. On veut apaiser, pardon, le système nerveux parasympathique. OK? On veut vraiment retourner la confiance dans le corps et on veut s'assurer, dans le fond, de réduire l'emballement mental. Donc, on veut pas, dans le fond, que ça se perdure à travers la journée et les jours qui suivent. Donc, un ancrage corporel. Utiliser le corps comme point d'appui pour revenir au présent. Okay? Donc, par exemple, sentir le poids des pieds au sol, contracter, relâcher les muscles, marcher lentement en pleine conscience. Okay? Ancrage sensoriel. Activer les 5 sens. Repérer 5 choses à voir, 4 à toucher, 3 à entendre, tenir un objet texturé, écouter un son qui est précis. Okay? Donc, se mettre un peu d'eau froide dans le visage, aller boire quelque chose. Okay? Donc, vraiment activer nos sens. L'ancrage mental. Donc, diriger volontairement notre attention vers une tâche qui est simple et concrète. Donc, compter à rebours, épeler son pronom à l'envers, décrire un objet en détail. Okay? C'est tous des petits tips. Parce que dans le moment, c'est une réalité. Les traumatismes, plusieurs personnes en vivent et c'est des éléments qui peuvent impacter leur rapport à la sexualité. Donc, en ouvrant ces conversations-là et en s'ouvrant, en fait, à l'autre personne, des fois, ça peut être difficile, puis ça se peut que notre corps mette en place la dissociation pour nous protéger de ces émotions-là. Donc, ça, c'est juste des petits éléments à garder en tête si vous voulez aider vous-même ou votre partenaire à travers cette phase-là, en fait, qui peut arriver de temps en temps, pour s'assurer qu'on puisse mieux se grounder, puis s'assurer qu'on peut toujours offrir un espace qui est entièrement sécuritaire pour tous. Donc, quelques critères de l'espace qui est sécuritaire pour discuter de santé sexuelle. La confidentialité, donc tout reste privé entre vous. Le respect des limites, chacun partage à son rythme, on y va doucement. On veut pas de jugement, donc on offre un accueil qui est empathique de toutes les expériences possibles. Un consentement à la discussion. Donc, on veut une participation qui est volontaire et non forcée. Une écoute active et bienveillante. Donc, une attention et validation des ressentis à travers. Donc, on va pas juste s'asseoir puis regarder la personne dans le blanc des yeux pendant 1 heure pendant qu'ils parlent. On va leur reformuler leurs pensées. On va leur demander des questions. On va leur offrir un espace vraiment où ils sentent qu'ils sont écoutés puis qu'on démontre notre écoute aussi. Un climat de confiance, donc un respect qui est mutuel et une réciprocité dans ce respect-là aussi. Une reconnaissance de nos émotions, donc une tolérance aux émotions fortes aussi. Parce que ça se peut que la personne vive des émotions fortes et c'est correct. Dans cet espace sécuritaire-là, on ne veut pas se diminuer. On ne veut pas se rendre encore plus petit, petite. On veut prendre l'espace qu'on veut prendre et c'est correct. Reconnaissance des émotions, mais aussi en redirigeant vers les ressources disponibles si nécessaire. Parce que des fois, on vit des grandes émotions. Peut-être qu'il y a des éléments à décortiquer par rapport à notre estimation, notre sexualité, notre santé mentale. C'est correct d'aller chercher le soutien d'un professionnel si nécessaire. Et un encadrement clair. Donc, une modération si nécessaire entre les personnes et même des règles, une structure un peu à consentir pour s'assurer que tout le monde soit confortable dans, en fait, l'espace sécuritaire qu'on s'offre. Okay? Que ce soit dans notre relation ou que ce soit dans nos amitiés. C'est ça, c'est pas mal ça. Ça termine, dans le fond, les informations, les discussions que j'avais en lien avec la santé mentale, la santé sexuelle et l'estime de soi. Je vous souhaite une bonne soirée, puis j'apprécie votre écoute. Merci. Wow, c'était génial, merci! Bravo, Ça me fait bravo! plaisir. Ça me fait plaisir. Est-ce que je peux te poser quelques questions avant d'arrêter l'enregistrement? Oui, oui. Il y a des questions que je me dis peut-être c'est des gens qui se posent ces questions-là, puis d'avoir les réponses déjà, ça pourrait être pertinent. Yes. Fait que d'abord, ben, merci beaucoup pour la présentation. C'était très complet, c'était très bien expliqué aussi. Fait que merci pour ça.
Tout d'abord, est-ce que par rapport à la communication entre des partenaires, tu as des Mhm. trucs brise-glace pour aborder les discussions de ses besoins, ses limites, sans que ça file un petit peu malaisant, mettons? Mhm. Oui, c'est certain que je trouve que c'est un peu utopique de se dire qu'on peut enlever tout l'élément de malaisance. Ça va être malaisant, puis c'est normal. Mais en même temps, je pense que c'est en ouvrant ces discussions-là, c'est là qu'on devient de plus en plus confortable avec l'autre personne aussi. Donc, des fois, il y a des gens qui vont le faire de manière différente. Tu sais, par exemple, peut-être que pour une personne, se préparer entièrement, ça va les aider, ça va les déstresser. Donc, ils vont vraiment écrire comment ils sentent, puis faire lire à l'autre personne ce qu'elle aimerait dire, par exemple. Pour vraiment offrir un espace sans nécessairement le nommer vocalement. Des fois, c'est un peu plus facile. Sinon, ben, créer un contexte spécifique à ça aussi, ou vraiment juste, tu sais, que ce soit une date night, n'importe quoi, vraiment offrir un espace qui est un peu moins nécessairement centré sur OK, on va parler de nos limites sexuelles et tout ce qui est en lien avec ça. Plutôt vraiment juste s'assurer que c'est un moment un peu plus ludique, puis après, doucement, ouvrir le sujet. Il y a aussi certains jeux de cartes. Je pense aux jeux sexologiques, par exemple, de Kanika Safan. C'est vraiment le fun parce qu'il y a plein de questions à aller avec ça pour, de manière un peu plus ludique, ouvrir ces sujets-là. Donc, ça pourrait être, on prend une carte à chaque date night, puis on y répond, puis on en discute, on ouvre la discussion. Fait qu'il y a des manières un peu plus ludiques sur le marché pour le faire, mais il y a des manières un peu plus casual de le faire aussi, mais il faut, faut tester, faut voir qu'est-ce qui est mieux pour nous aussi. Hmm. Merci. Très, très complet comme réponse. Mm. Par rapport à justement aux conversations sur nos besoins, nos désirs, tout ça, Mhm. comment maintenant on peut en parler entre amis pour la première fois? Parce que des fois, quand on est amis, on fait des activités ensemble, c'est le fun. Mais c'est quand le moment où on ouvre cette porte-là, puis que là, une fois qu'elle est ouverte, on revient plus en arrière. Mhm. C'est certain qu'il n'y a jamais de bon moment en tant que tel. La sexualité, c'est tabou. On est dans une société où c'est très présenté comme ça l'est. Donc, c'est certain qu'il va toujours avoir un petit stress en s'ouvrant à ce niveau-là. Mais peut-être que c'est pas en faisant les commissions ensemble au Carrefour Laval, par exemple. Tu sais, peut-être qu'il y a des contextes qui peuvent être un peu plus propices, dépendant spécifiquement de votre confort en tant que tel. Mais c'est certain que j'irai doucement parce que comme j'ai dit, on veut s'assurer que c'est vraiment un espace sécuritaire pour tous puis qu'on n'embarque pas les gens dans des conversations que peut-être ça leur tenterait pas tant. Fait que ce serait d'ouvrir tout simplement, voir si la porte est ouverte. Donc, tu sais, peut-être tout simplement, toi, qu'est-ce que tu en penses de la sexualité? Comment est-ce que toi tu la vis? C'est quelque chose de très, très général, mais on va voir comment est-ce que la personne va répondre. Donc, est-ce qu'elle va commencer à détailler, puis s'ouvrir, puis va montrer une ouverture par rapport au sujet? Ou est-ce que la personne va être un peu confortable, puis nommer que ça lui tente pas trop d'en parler, puis là, ça montre dans le fond que peut-être, pour le moment, c'est pas le bon espace pour le faire. Fait que je dirais que ça serait plus de voir si la porte est entrouvrir la porte un peu, voir si c'est possible. Si elle se referme, OK, on le sait, puis on peut toujours réessayer à un autre moment ou même avec une personne différente aussi, d'autres personnes. Ou si elle s'ouvre, ben là, on voit que c'est un espace sécuritaire pour en discuter. Super, merci. Mmh. Encore une fois, l'accent sur l'espace sécuritaire, c'est Mmh. toujours très important. Puis merci de l'avoir aussi bien détaillé parce que on entend Mmh. souvent ça, espace sécuritaire, safe space, mais il y a pas tout, c'est pas tout le monde qui sait ça consiste à quoi exactement. Exact. Mmh. Prochaine question pour toi. Oh, j'ai échappé mon crayon. Par rapport à l'estime de soi spécifiquement, on a Mmh. eu un témoignage en focus group à Mané où c'était un jeune homme trans qui disait que lorsqu'il était dans un contexte d'intimité, de sexualité, quelque chose qui l'aidait à avoir une meilleure estime de lui-même dans sa masculinité, c'était la cigarette. Puis évidemment, avec Mmh. le projet Inspirant, ben, on essaie d'être dans la réduction des méfaits. Alors, dans un cas comme ça serait quoi une façon de retirer la cigarette de la situation tout en lui donnant quelque chose qui peut l'aider dans son estime de soi? Mmh. Ben, c'est certain que dans ce contexte-ci, si par exemple la personne était devant moi puis qu'on en discutait ensemble, je voudrais décortiquer pourquoi est-ce que c'est la cigarette en tant que telle, ça compte quel besoin, en fait, dans l'estime de soi. Parce que
si c'est relié à ton estime de soi, c'est que c'est la perception de, en fait. C'est l'image qu'on a créée, en fait, de la cigarette, puis de la consommation de celle-ci, qui fait que, oh, c'est une personne qui est cool, qui est confiante, qui se présente, puis on va dans les films, on va dans les médias, tu sais. Ça a toujours été présenté de même. Donc, je voudrais aller explorer un peu plus à ce niveau-là, tu sais, ben, c'est quoi le besoin exactement que cette cigarette-là compte pour toi? Puis, l'origine de ce besoin-là, donc relié particulièrement à son estime de soi, ça serait de le développer dans d'autres facettes de sa vie. Donc, voir à travers tout ça, comment est-ce qu'on peut s'assurer que c'est pas la cigarette qui prend ce rôle-là, mais plutôt, par exemple, prendre un peu plus un moment de self-care, de masturbation pour mieux comprendre nos désirs. Tu sais, est-ce que je suis plus un top? Est-ce que je suis plus un bottom? Comme, c'est quoi exactement la place puis mon rôle sexuel en tant que tel, ma perception de moi en tant qu'être sexuel, puis comment est-ce que je peux l'incarner de manière plus confiante sans inclure ça. Hmm. Mm. Ah, mais c'est des très bonnes questions de réflexion, merci. Je pense Mm. que toute personne qui écoute l'enregistrement en ce moment, d'avoir Mhm. ces questions-là pour réfléchir, c'est très pertinent. Mm. Par la suite, dans une question qu'on entend souvent, quand une personne, deux personnes ou plus de personnes commencent à se fréquenter, ben, toute la question du timeline. Puis là, ben, Mhm. spécifiquement avec le contexte du tabagisme, c'est facile d'aller de l'avant puis de demander à quelqu'un, t'as-tu une cigarette, t'as-tu un vape, puis là, d'entamer la conversation. Puis après ça, de retourner encore faire des ponts avec la cigarette, le vape pour se trouver des moments pour parler, pour sortir ensemble, parler tout seul, tout ça. Et puis, de ton côté, dans ton expérience, toute la question du timeline en dating, quand on veut commencer à inclure de plus en plus de conversations par rapport aux besoins, aux limites, à quoi ça ressemble? C'est certain que nous, on recommande d'en discuter dès que possible. Fait que le moment qu'on sent qu'on est confortable avec cette personne-là, puis qu'on sent que c'est un espace sécuritaire, il faut être capable d'être ouvert avec, de s'ouvrir à cette personne-là, en fait, puis d'entièrement entamer cette conversation-là. C'est certain que dans les débuts, ça peut être un peu plus difficile et c'est normal aussi, mais en même temps, c'est quelque chose qui est tout autant important dans les relations que dans les one night stands, par exemple, où on est juste en train d'explorer notre sexualité avec plusieurs partenaires aussi. Mais ça veut pas dire qu'on mérite pas que nos limites soient respectées dans n'importe quel de ces contextes-là. Fait que des fois, tu sais, tu as nommé l'exemple de, tu sais, la vape ou la cigarette qui peut être un élément juste de débuter la conversation puis de reconnecter avec cette personne-là. Ben, je dirais que ça peut être n'importe quoi d'autre, en fait. N'importe quoi d'autre qui vous lie à cette personne-là. Est-ce que vous avez lu un livre similaire dans les dernières semaines que vous voulez discuter? Est-ce que vous écoutez une émission, la même émission, puis vous voulez discuter de l'évolution de celle-ci? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez manger, que les deux vous aimez manger, puis ça vous tente d'aller en chercher, mais vous savez que pas tout le monde aime ça manger ça, fait qu'on y va ensemble? Vraiment n'importe quoi. Il faut trouver j'aime ça comme les petites joies un peu, tu les petites joies qu'on retrouve dans la journée qu'on veut partager avec l'autre personne, puis voir est-ce qu'on peut connecter. Tu vraiment retrouver un peu les bases. Oui, on les banalise maintenant, mais tu sais, les bases du contact humain où on peut créer ces liens-là aussi avec ces personnes-là, puis vraiment les nourrir là-dedans. Wow, fabuleux comme réponse, vraiment, c'est très très bon, merci. Puis j'ai une dernière question pour toi, puis là, c'est ton moment de te péter les bretelles un petit peu, si tu veux, bien sûr. Pour toute personne qui écoute l'enregistrement en ce moment, puis qui ne savent pas trop c'est quoi que ça fait dans la vie une sexologue, qu'est-ce que tu aurais à leur donner comme information? Puis pour des personnes qui pourraient être le genre de monde qui ont besoin ou pour qui ça serait bénéfique de consulter une sexologue, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ben, c'est certain que le domaine de la sexologie, c'est quand même plus nouveau dans l'histoire. Ben, en fait, c'était présent, puis après, il y a eu toujours en tant qu'humain, on prend souvent beaucoup de take many steps forward and then many steps back, comme j'aime dire. Fait que peut-être qu'il y a eu des phases un peu où c'était plus présent. Aujourd'hui, on est de nouveau très, très présente. Les sexologues, dans le fond, d'une manière un peu
brève, c'est une branche de la psychologie, mais qui se concentre vraiment sur la sexualité humaine. Donc, comme je vous ai montré dans le petit cercle, la santé sexuelle, ça implique vraiment plusieurs facettes. Donc, on va pas être juste là pour parler de sexe, on est là pour vous guider dans vos relations intimes, après des traumatismes sexuels ou relationnels. On est là pour s'assurer, faire de la prévention aussi de violences sexuelles. Si jamais vous sentez que vous êtes en train de dépasser les limites de quelqu'un d'autre, puis que vous voulez avoir des meilleures bases pour s'assurer que vous respectez l'autre personne, on est là pour ça. On est là pour l'éducation sexuelle classique aussi, bien sûr, santé reproductive, ITSS, tout ça. Donc, vous pouvez nous retrouver un peu partout. En fait, on peut être dans des secteurs privés, dans des organismes communautaires, dans des écoles, en train d'enseigner. Fait qu'on est un peu partout. Puis c'est vraiment quelque chose qui est très important selon moi parce que, comme j'ai dit, la sexualité impacte tout, puis tout impacte notre sexualité en tant que telle. Donc, en tant que sexologue, c'est vraiment notre rôle de juste s'assurer qu'on fait rayonner la sexologie, qu'on s'assure que tout le monde a les bonnes bases pour continuer de manière saine dans leur sexualité, dans leur relation et dans leur vie, et qu'ils se sentent accompagnés là-dedans aussi. Puis donc, si jamais vous, vous sentez que ça serait bénéfique pour vous, vous pouvez toujours visiter le site de l'OPSQ, l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. C'est vraiment le fun parce que vous pouvez filtrer vraiment votre problématique, votre langue de préférence, visio, en personne, puis voir où est-ce que vous pourrez retrouver ces sexologues-là, que ce soit quand ils œuvrent au communautaire ou même au privé ou même dans le système en fait de santé et services sociaux, dépendant de vos besoins. Et c'est certain que ça peut être un peu intimidant, particulièrement parce qu'on est sexologue, puis le tabou entourant la sexualité. Mais rassurez-vous, on a vraiment, on voit vraiment de tout. Puis il n'y a vraiment aucune limite dans nos bureaux. On vous respecte dans tout ce que vous vivez, on vous guide là-dedans, puis c'est vraiment toujours un espace sécuritaire à 100% pour tout le monde. Wow! Eh ben, merci. C'était super bien Un décrit. plaisir!